on a la chance d'avoir Christine Dupont, qui nous arrive de Bruxelles, qui aujourd'hui est en responsabilité la maison de l'histoire européenne à Bruxelles, dans le siège de la communauté, du Parlement européen. Elle est historienne et conservatrice. Oui, elle est historienne et conservatrice. Depuis 2011, elle participe à la conception, à la mise en place de ce musée. Et lorsque le musée a ouvert en 2017, eh bien, depuis, elle a trois grandes fonctions principales, qui est le maintien des collections, des animations d'exposition, et puis la gestion de l'interface avec le monde académique et le monde des musées plus largement. Christine Dupont est historienne. On pourrait dire qu'elle a fait une thèse d'histoire culturelle. Mais elle a une vie avant ce musée. Elle a une vie et... Alors, excusez-moi. Elle a une vie avant ce musée. Et cette vie, elle croise le chemin du tourisme, le chemin de l'art, de la peinture. Et je vais juste dire deux, trois petites choses. La première, c'est... il y a un très beau travail, un très bel article avec un titre qui est « La vie avant l'œuvre », qui consiste à explorer la biographie d'un grand peintre, ou d'un peintre tout court, en essayant de voir comment, effectivement, on chemine vers la création. Mais dans cette vie avant l'œuvre, il y a quelque chose qui apparaît, vous savez, dans le 19e siècle, ce voyage en Italie, ce voyage à Rome, ce voyage où on vient se former, et en même temps que naît le tourisme, la nécessité de se démarquer de ces touristes, avec le titre d'un bel article qui est « Voyager, mais pas comme un touriste », qui d'ailleurs est une préoccupation des touristes aujourd'hui. Ne pas être touriste est une préoccupation quasi générale chez les touristes. J'ai fait quelque chose en dehors de ce que font les touristes. Mais là, c'est quelque chose d'une autre nature. C'est comment, effectivement, ces peintres belges qui vont être, on va dire, le groupe d'acteurs qui va l'intéresser, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher en Italie, où est-ce qu'ils vont aller, et comment ils vont se repositionner, se définir. Et là, dans un colloque qui a eu lieu à La Rochelle en 2005, il y a eu une communication tout à fait intéressante sur cette thématique-là. Alors, on est un peu loin, en même temps qu'on voit bien qu'il y a des connexions. Voilà, simplement pour vous expliquer un petit peu qui est notre animatrice aujourd'hui, je vais maintenant lui passer la parole et elle va nous expliquer effectivement quel va être le thème et qui vont être ses interlocuteurs. Merci, bienvenue à tu. Merci beaucoup, merci pour ces mots très, très élogieux. Alors c'est vrai que des artistes belges en Italie au XIXe siècle à l'histoire de l'industrie et de l'environnement, il y a beaucoup de pas à parcourir. Mais j'ai envie de commencer tout de suite en disant qu'il y a un aspect de ma biographie qui n'a pas été mentionné et dont j'ai envie de parler ici. Alors pas du tout pour parler de moi, mais pour dire qu'avant d'être conservatrice à la Maison de l'Histoire européenne, j'ai été conservatrice à la Fonderie, musée bruxellois des industries et du travail, à Molenbeek, dont Sven Stephens a parlé ce matin. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu... je suis ravie d'être à Tulle, c'est la 3e biennale à laquelle je participe. Et cette fois-ci activement, la fois passée, j'étais en touriste, précisément. Pour moi, renouer avec cette histoire industrielle et tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est vraiment passionnant. Ça a un côté un peu nostalgique, mais aussi quelque chose qui, quelque part, n'a jamais quitté mes préoccupations, puisque l'industrie, comme vous le savez, toutes et tous, fait partie intégrante de l'histoire de l'Europe et en particulier porte en elle toute une série d'explications des situations socio-économiques dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, la Maison de l'Histoire européenne, qui est un musée d'histoire de l'Europe qui a été voulu et qui est financé toujours aujourd'hui par le Parlement européen à Bruxelles, et que je vous invite évidemment toutes et tous à venir découvrir, s'intéresse essentiellement à l'histoire récente de l'Europe, 19e, 20e siècle,
et s'intéresse en particulier, et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être invités à Tulle. Je suis très heureuse et très honorée de faire partie du comité scientifique de la Biennale européenne d'histoire locale. Et je suis d'autant plus heureuse de ce partenariat qui nous a permis ici d'organiser cette table ronde qui est sponsorisée, on va dire, par la Maison de l'Histoire européenne, de la faire vraiment européenne. Alors, on n'a pas du tout le privilège d'être européen, puisqu'on a eu juste avant la pause déjeuner un magnifique mix d'historiennes et d'historiens de régions européennes différentes. Et ce que je voulais dire ici, c'est un peu un plaidoyer justement pour quitter la manière dont on regarde l'histoire et qui encore trop souvent aujourd'hui, je pense, privilégie d'abord un point de vue national pour mettre ensemble des histoires vues de différents endroits de l'Europe, bien entendu au-delà de l'Europe aussi, qui vont nous permettre de réfléchir autrement à ces problématiques, de voir peut-être des choses communes, mais aussi bien sûr des différences. Alors j'ai été très frappée ce matin de la pertinence aussi de ces différentes échelles, comme le disait l'une des intervenantes. Et ici, je pense que si on parle d'histoire industrielle, forcément, ça a été déjà démontré, l'échelon européen est tout à fait pertinent. Et il est d'autant plus pertinent, je dirais, qu'on le relie à cette histoire de l'environnement qui va nous occuper cet après-midi. Et c'est une réflexion que nous menons à la Maison de l'Histoire européenne depuis plusieurs années maintenant, qui est aussi une des réponses scientifiques et une des réponses culturelles et historiques, une des réponses dans lesquelles on peut mobiliser l'histoire comme discipline pour comprendre le monde dans lequel on vit, qui est de se demander, mais que peut-on faire? Que peut faire un musée d'histoire? Mais que pouvons-nous faire aussi en tant qu'historiennes et historiens face à cette crise environnementale qui nous écrase parfois un peu aujourd'hui? Et notre réponse comme musée a été d'une part d'organiser il y a en 2023 une exposition sur l'histoire des déchets où on a beaucoup mobilisé en fait les questions industrielles, pensez évidemment à la période de la révolution industrielle et de son côté européen, qui est toujours beaucoup discuté dans l'historiographie aujourd'hui, mais peut-être encore plus à la période d'après-guerre sur laquelle nous allons revenir dans un instant, où une société de consommation se développe en Europe aussi, et avec des questions comme l'obsolescence programmée, par exemple, qui est évidemment, sur laquelle on va probablement revenir aussi dans nos discussions ici, qui sont des problématiques actuelles sur lesquelles l'approche historique peut nous éclairer. Alors, je pense que j'ai trop parlé ici. Enfin, je pense que le lien entre échelons européens, entre histoire industrielle et histoire environnementale n'est plus à faire. Et j'ai la chance cet après-midi d'accueillir deux historiennes et deux historiens de 4 pays différents. Donc ils vont aussi nous éclairer sur 4 réalités géographiques différentes, ou même plus, parce qu'on n'est pas certains d'entre eux ont une approche transnationale dans leur propre recherche déjà, mais aussi 4 périodes différentes. Et donc on va voyager cet après-midi entre le Moyen-Âge et le futur, et je vais vous les présenter dans l'ordre où elles et ils vont parler. Donc nous commençons avec Chloé Deligne, ici à ma droite, qui est historienne et chercheuse en histoire à l'Université libre de Bruxelles et au Fonds national belge de la recherche scientifique, qui est une spécialiste de l'histoire de l'environnement, même si ce n'est pas tout à fait comme ça qu'elle se définit elle-même, mais je dirais peut-être de manière plus générale de l'histoire des territoires et des rapports entre les territoires, les populations et leur environnement, qui a travaillé, donc à l'origine c'est une médiéviste, mais qui travaille aussi sur toutes les périodes. Donc il y a des gens qui travaillent transnationalement, il y a aussi ceux qui travaillent transpériode, et je pense que c'est très très enrichissant, sur les questions d'eau,
sur les questions d'histoire urbaine et de l'eau dans la ville. Et elle nous parlera un peu de la pollution avant la pollution et donc de la période pré-industrielle. Nous donnerons ensuite la parole à Romain Ménieri, qui nous vient, lui, de Paris, qui est un chercheur en histoire de l'environnement, qui travaille sur l'histoire des pollutions à la période industrielle, donc au XIXe siècle, qui nous parlera plus particulièrement du cas de la France. Donc Chloé, je pense, prendra des exemples plus dans les villes belges, donc on change d'aire géographique, même si on n'est évidemment pas très loin. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Luigi Piccioni, qui est professeur d'histoire à l'université de la Calabre à Cosenza en Italie, qui est un des grands spécialistes italiens de l'histoire de l'environnement, alors davantage tourné vers l'histoire de la protection de la nature, sur laquelle il a écrit en Italie, sur laquelle il a écrit un très beau livre, mais qui va ici nous parler plus particulièrement de la période de l'après-guerre, au moment où l'Italie se transforme en pays moderne et industriel, et quelle implication cela a pour les paysages, pour l'environnement, nous l'entendrons. Enfin, on fera je ne vais pas dire un bond vers le futur, mais avec Karena Kalmbach, qui est historienne aussi et qui travaille au Futurium à Berlin, et qui s'interroge, elle, et je trouve ça particulièrement intéressant, et je pense que ça suscitera aussi des questions et des débats sur la manière dont l'histoire peut nous aider à penser, à imaginer le futur. Alors c'est quelque chose qui a rendu frileux plus d'un historien, qui a dit bon, ok, comprendre le présent grâce à l'histoire, ok, mais le futur, ça c'est pas notre boulot. Donc je suis très très impatiente de t'entendre là-dessus. Et mais Karena, elle a fait sa thèse sur la manière dont la catastrophe de Tchernobyl en 1986 a été reçue dans différentes aires géographiques de l'Europe. Donc c'est aussi une historienne des technologies. Donc je pense que cet élément est important aussi. Donc voilà un peu le panorama. Alors je passe directement la parole à Chloé pour qu'on soit plongé dans le vif du sujet, et on passera la parole à la salle, bien entendu, après les 4 interventions. Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices de ces journées que je trouve vraiment à la fois très intéressantes et très conviviales. Et je pense que le convivial est aussi très important dans ce genre d'organisation. Et puis voilà, c'est à cause de Christine que, que je suis ici, et je l'en remercie beaucoup. Donc moi, je vais vous emmener dans une période ou des périodes un peu contre-intuitives quand on parle d'industrie. Et donc j'ai intitulé mon exposé aujourd'hui sur la pollution industrielle, entre guillemets, parce qu'évidemment le terme est anachronique, mais avant la pollution industrielle, aux époques médiévales et modernes. Peut-être que je peux avoir le pointeur, comme ça je pense que je peux changer moi-même si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui. Voilà, c'est un peu une présentation générique, générale par rapport à cette thématique mais finalement, comment est-ce qu'on gérait des pollutions, éventuellement à pollution industrielle, mais on va voir que c'est peut-être difficile de les distinguer parmi différentes sources de pollution. Et donc, comment est-ce qu'on traitait ces questions dans des villes? Comme Christine l'a dit, je m'intéresse beaucoup à l'espace urbain de nos régions. J'ai mis nos régions volontairement sans vouloir trop préciser l'aire géographique, mais c'est vrai que ce sont plutôt des exemples dans ce qu'on appelle les anciens Pays-Bas et qui correspondent à l'aire géographique de la Belgique actuelle, des Pays-Bas actuels, du nord de la France et peut-être parfois une toute petite partie de l'Allemagne. Dans l'historiographie, on pourrait dire qu'il y a 2 visions qui s'affrontent pour qualifier la pollution ou les pollutions dans les villes anciennes. On a la version, je dirais, catastrophiste, où le cloaque à ciel ouvert, où toutes les matières
se mélangent, merci, où toutes les matières se mélangent et qu'on aurait du mal à civiliser. C'est vraiment une expression presque, je dirais, c'est presque un topos d'une certaine historiographie, de dire que c'est le cloaque à ciel ouvert. Et puis on a une autre vision qui dit, mais en fait, c'est difficile de présenter cette ville comme quelque chose, cette ville ancienne, cette ville médiévale, comme quelque chose d'extrêmement catastrophique au niveau des pollutions ou des matières qui s'accumulent dans l'espace urbain, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer après. C'est-à-dire à partir du moment où les villes sont fortement industrialisées, fin 18e, 19e siècle, 20e siècle en partie, l'ampleur du phénomène est telle que c'est incomparable et on ne peut pas dire que la ville médiévale soit polluée. Alors, ça peut se discuter, et notamment, il y a des recherches en archéologie qui mettent en évidence des qualités d'environnement, des qualités des sols, notamment en plein centre urbain, où on a vraiment des pollutions dont aujourd'hui on ne pourrait même pas supporter l'existence. Notamment ce qu'on a appelé des sulfatosols dans des quartiers débouchés dans lesquels on accumule des carcasses qui se décomposent et qui rendent les effluves particulièrement odorants et la qualité de vie particulièrement difficile dont on aurait du mal à imaginer. Donc, quelque part, ce genre d'études archéologiques tendent à montrer qu'effectivement, les conditions de vie par rapport à ce que nous appelons des pollutions étaient relativement malsaines et peut-être difficiles à supporter. On a aussi des enquêtes, et ça c'est une enquête relativement ancienne à laquelle j'avais eu le plaisir de participer, qui a montré qu'effectivement, c'est pas comparable non plus le passage entre des périodes anciennes et des périodes industrielles. C'était une étude qui avait été faite avec des collègues biologistes à partir d'une enquête sur les procédés de fabrication à l'âge industriel. Donc on était parti vraiment de comment est-ce qu'on fabrique du textile, comment est-ce qu'on fabrique de la bière, comment est-ce qu'on fabrique de la graisse ou du papier à la période industrielle et à la période juste avant la période industrielle, en montrant qu'effectivement le rejet, les quantités rejetées dans les cours d'eau à partir de ces industries qui étaient en grande partie encore des industries organiques, qui rejetaient des matières organiques dans la rivière, sont effectivement en termes de volume incomparables. C'est-à-dire quand vous voyez la situation en 1770 et puis la situation à la fin du 19e siècle, en termes de charges polluantes, alors ici c'est exprimé en charges polluantes par des équivalents habitants, on n'est pas dans les mêmes sphères, on n'est pas dans les mêmes fourchettes ou ampleurs. Alors, qui a raison ? Bon, évidemment, c'est un peu pour mettre du suspense, on le sait bien. Qui a raison ? Est-ce que la question ne doit pas simplement être posée autrement ? Et ça, évidemment, les historiennes, ils adorent poser les questions autrement que ce que la binarité nous fait parfois faire. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question autrement ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose comme une troisième voie pour se demander si les villes médiévales, modernes, étaient polluées, étaient invivables par rapport à des standards de la révolution industrielle ou d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est une question que je pense est très importante, en fait. C'est de ne pas plaquer des questions binaires, bien sûr, mais des questions par rapport à des réalités d'aujourd'hui sur des sociétés qui fonctionnent totalement différemment. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire médiévale et la période médiévale en général, parce que je pense que c'est un peu comme de l'anthropologie. C'est une discipline qui nous emmène sur des sociétés qui sont complètement autres que la nôtre. Oui, je sais, mais je fais durer le suspense. Et qu'elle nous mène dans des formes d'altérité.
et que finalement l'histoire, notamment l'histoire sur des périodes plus anciennes, nous amène à nous confronter à des altérités. Et donc là, voilà un petit peu, hein, si on veut découvrir ou explorer une troisième voie par rapport à cette question un petit peu binaire, mais se rappeler qu'étudier les époques anciennes, on ne peut pas le faire avec des lunettes contemporaines. Donc quand les archéologues nous disent oui, il y a des sulfates au sol, c'est un point de vue totalement nourri par un regard contemporain. Les sociétés anciennes sont autres, et elles ont leur propre cohérence. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. C'est-à-dire d'essayer de comprendre comment la pollution est traitée dans une ville ancienne, dans une ville médiévale, à partir des lunettes de la société elle-même, et pas forcément les lunettes que nous prenons aujourd'hui. Ce qui est quelque chose que, comme j'ai l'occasion de donner cours à l'université, que j'aime beaucoup essayer de transmettre à mes étudiants, à mes étudiantes, d'essayer de se défaire de ce récit civilisationnel, c'est-à-dire quelque chose qui présente l'histoire comme allant de périodes, alors je caricature évidemment le propos, mais de périodes obscures vers des périodes où on aurait enfin compris comment se crée et se traite la pollution. Se défaire du récit civilisationnel pour dire que nos sociétés ne sont pas plus civilisées aujourd'hui qu'hier, sauf à prendre certains critères très précis. Se dire elles sont plus civilisées éventuellement sur tel point, mais moins civilisées sur d'autres. Mais pas civilisées de manière générale. Et donc, dire cela, ça renvoie finalement à une approche relativement anthropologique, ou très anthropologique, certainement pour des périodes anciennes. Et quand on va chercher du côté de l'anthropologie, sur des questions de pollution, eh bien forcément on trouve sur son chemin quelqu'un qui est très important dans l'histoire de l'anthropologie et dans l'histoire des pollutions, qui est une anthropologue britannique, Mary Douglas, et qui est connue pour ses travaux sur l'anthropologie de la culture, et dont un des principaux ouvrages, ou en tout cas celui pour lequel elle est probablement la plus connue, c'est Purity and Danger, an Analysis of the Concept of Pollution and Taboos, qui a été publié en 1966 en anglais et puis traduit en français quelques années plus tard sous un titre De la souillure, essai sur les notions de pollution et de tabou. Avec voilà les deux exemplaires de ce livre qui a fait date. Et pourquoi est-ce qu'il a fait date? Parce qu'il montre que justement la notion de pollution, de tabou par rapport à certaines matières n'est pas tellement une question de nature de la chose, mais une question de la place de la chose. Mary Douglas, elle dit le pur et l'impur, c'est des catégories qui sont présentes dans toutes les sociétés et qui ordonnent la vie sociale, qui tracent des frontières entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et le problème de la souillure ou de la pollution, c'est quand quelque chose se retrouve du mauvais côté de la frontière, c'est-à-dire quelque chose qui aurait été dans un espace et qui se retrouve de l'autre côté de cet espace, ou en tout cas pas dans cet espace. C'est ce qui n'est pas au bon endroit, et par le fait qu'il ne se trouve pas au bon endroit, ça menace l'ordre social. Donc ça renvoie à l'idée que rien n'est souillé ou sale en soi. Alors évidemment, cette catégorie-là est brouillée aujourd'hui par toutes les substances chimiques notamment, qui peuvent être nocives en soi par rapport à la santé notamment, mais cela ne devient que parce que l'objet ou la chose se trouve ailleurs que là où il devrait se trouver. Et que donc, pour garder une société hors de la pollution, il faut prévenir ce passage d'un endroit à l'autre, éviter, le contrôler, qui est une garantie de l'ordre social. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit continuer à nous habiter comme manière de penser la pollution. Et donc, ça nous emmène justement, si on veut regarder les sociétés anciennes dans leur propre cohérence, à regarder, et là on va sur le travail classique des historiens, des historiennes, regarder les sources. Qu'est-ce que les sources écrites nous disent de la catégorisation des matières qui sont problématiques
et qui doivent aller dans certains endroits et pas d'autres. Et donc les études qui ont été menées, et là je ne peux pas toutes les citer, mais il y en a eu un certain nombre, montrent que dans les villes des régions dont je vous parle, donc plutôt le nord-ouest de l'Europe, en général, il y a 3 grandes catégories majeures pour classer les objets en fonction de là où ils doivent aller. Ce qu'on appelle les bouts, alors ça porte parfois d'autres termes dans d'autres espaces géographiques, hein, qui sont en général constitués de tout ce qui est déchets organiques ménagers, de tout ce qui provient de tout le ruissellement des eaux dans la ville et qui amène des bouts, des matières organiques dans les rues. Deuxième catégorie, les déchets industriels, donc le mâche-fer, les résidus végétaux de la teinturerie, de la tannerie, de la brasserie, plus tard la pulpe de pâte à papier végétale, issue des chiffons à partir du XVe siècle. Et puis en troisième catégorie, les déchets de construction. Et puis on va se rendre compte qu'au XVe siècle, les sources nous disent qu'il y a des catégories qui deviennent plus problématiques, qui sont les excréments humains et le sang lié aux activités de boucherie et de triperie, et dont on ne sait pas très bien quoi faire. Chacune de ces catégories a sa place normalement dans l'organisation de la gestion de l'ordure. Les déchets ménagers et les boues, dans une société qui a faim d'engrais pour l'agriculture, elles sont généralement recyclées comme engrais sur les champs de l'hinterland, donc dans les environs de la ville. Dans ces villes. Donc il y a beaucoup de villes qui mettent en place ce type de récupération. Les déchets industriels, leur place, c'est la rivière. Tandis que les déchets de construction, eux, sont écartés de la ville, notamment pour réaménager certaines routes, des talus d'enceinte. Donc ils sont aussi récupérés dans une forme de fabrique urbaine ou fabrique d'accès à la ville. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est les excréments et le sang. Et on sent bien que les villes médiévales, les villes modernes hésitent sur le sort et la place. Hein, oui, j'ai vu qu'il me reste 5 minutes. Et donc, en général, les villes se dotent d'institutions pour vraiment mettre ces différentes catégories de déchets à certains endroits. Et que le problème vient quand ils ne sont pas à l'endroit qu'on leur a destiné. Et alors, ils deviennent sales ou malsains et posent un certain nombre de problématiques. Évidemment, ça c'est l'idéal, puisque comme dans toutes les sociétés, il y a une grande différence entre l'idéal et puis la réalité. Et on voit bien, bon, ici je vous ai pris des exemples très emblématiques, on voit bien effectivement que la récupération des matières fécales, voire de l'urine, parce que l'urine est récupérée aussi notamment comme un dégraissant dans l'industrie textile, eh bien oui, bien sûr qu'elle n'est pas parfaite et que le monde ne fonctionne pas parfaitement. Mais l'idéal, la façon, la cohérence de la société, c'est d'assigner une place à ces différentes choses, même si dans la pratique, ça se passe différemment. Et donc, de nombreuses villes ont mis en place des institutions, des administrations et des lieux idoines pour gérer ces différents déchets, y compris donc les déchets industriels, dont la place principale, quand ils ne peuvent pas être récupérés dans des processus industriels, est d'aller à la rivière. Je vous donne juste des exemples aussi de cette gestion par l'espace. Ici, c'est une étude qui avait été faite avec un collègue de l'Université de Gand sur justement tous les toponymes de la saleté dans l'espace bruxellois. Je vous passe les détails des toponymes, mais qui indiquent les rues de la Mer, les rues de la Pisse, etc., qui a une certaine géographie par rapport à ça, mais de se rendre compte aussi que ce n'est pas parce que ces lieux apparaissent dans la toponymie qu'ils sont problématiques. Au contraire, on se rend compte que c'est des lieux dans lesquels les objets devaient aboutir. Donc, les Stadsheimelijkheden, comme on dit, donc les secrets urbains, étaient des latrines publiques dans lesquelles on pouvait venir déféquer, uriner pour la récupération de la matière en tant qu'engrais. Donc, voici les différents toponymes et leur géographie, généralement aussi près de la rivière. Certains espaces, eux, sont particulièrement protégés
notamment les espaces civiques, les espaces des grands marchés, les espaces de halles marchandes, qui sont ceux que les gestionnaires de l'ordure doivent absolument préserver du malsain. Et donc, on a toutes sortes de textes qui disent, eh bien, l'éboueur principal doit passer systématiquement dans telle rue et telle rue, et protéger particulièrement certains espaces. En guise de conclusion sur ce petit décrochage médiéval et moderne, j'avais envie de peut-être de rappeler finalement qu'aujourd'hui, quand on parle de pollution, on recouvre encore des choses qui sont à la fois une dimension objectivée par rapport à la nature de certaines substances qui se retrouvent au mauvais endroit, mais qui a aussi toujours une notion très anthropologique, c'est-à-dire culturelle et sociale, notamment quand aujourd'hui on ajoute aux pollutions matérielles des pollutions immatérielles, que sont les pollutions, alors immatérielles, elles ont une matérialité bien sûr, mais sonores, lumineuses, électromagnétiques, et que donc le champ couvert par la notion de pollution est bien plus large qu'une question de substances nocives rejetées dans l'environnement, et qu'elle est en général relative aussi à des préoccupations et des conceptions qui ont une place dans une cohérence de vision du monde. Et je pense que ça, c'est encore vrai aujourd'hui et que parfois on a tendance à l'oublier. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sans tarder du tout, même, je passe le micro à Romain. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Et je rebondis donc directement sur ce qui a été dit, qui est très juste et qui nous permet de comprendre voilà, comment est-ce que les contemporains de l'époque, les gens de l'époque, qualifiaient la pollution. Moi, je vais plutôt me concentrer sur le 19e siècle, comme ça a été dit, sur le cas français, et qui est un moment, je pense, qui est vraiment majeur pour penser l'environnement au miroir de l'industrie, car c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps la période de révolution industrielle. Aujourd'hui, les historiens et les historiennes préfèrent le terme de industrialisation, processus d'industrialisation, pour souligner le fait que c'est un processus qui s'est fait sur le temps long. Et c'est un moment où finalement, on l'a bien montré, du moins les historiens de l'époque l'ont bien montré, que l'Europe occidentale commence à prendre le contrôle de l'économie grâce à l'industrie et grâce aux énergies fossiles, dont le charbon. Qu'est-ce qu'il en est pour la France ? La France reste quand même tout au long du 19e siècle, au moins jusqu'aux années 1860-1870, un pays qui est largement rural. Néanmoins, il y a des sortes de couches, des zones de pollution, des zones d'industrie qui se forment dans le pays. Alors, c'est un peu ce que je souhaiterais montrer, c'est que c'est un peu pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, ces zones qu'on pourrait appeler aussi, que certains ont appelé des zones de sacrifice vouées à l'industrie. Quelles sont-elles, ces zones? Où sont-elles situées en France? Qu'est-ce qui s'y passe? Et j'aimerais aussi faire un peu de micro-histoire pour aller dans le détail un petit peu, voir quelles sont les pollutions, comment elles sont gérées et comment elles sont aussi parfois contestées ou non. Alors oui, pour faire un petit point quand même d'historiographie, les historiens, les historiennes se sont intéressés pendant très longtemps à l'histoire de l'industrie. Jusqu'aux années 1970, beaucoup de travaux sont apparus sur les usines, comme les usines Saint-Gobain, mais très peu soulignaient la question des pollutions. Très peu se sont intéressés à la question des pollutions. C'est vers les années 1970, dans un contexte d'écologie politique et de catastrophes naturelles, de diverses choses, que historiens et historiennes s'emparent de ce sujet, d'histoire des pollutions. D'abord aux États-Unis, en Angleterre,
Et ensuite en France, dans les années 2000-2010, avec des travaux majeurs comme ceux de Thomas Leroux, ceux de François Jarige, de nombreux historiens et historiennes qui se sont intéressés à ces questions. Alors j'aimerais découper mon intervention en 3 parties, en 3 secteurs industriels: l'industrie chimique, l'industrie métallurgique et l'industrie de la construction. Alors là, oui, j'avais mis une image, des images en fait qui représentent la région où sont installées en Espagne, en Andalousie, les mines de Rio Tinto, qui a fait l'objet d'une étude d'un historien qui s'appelle Gérard Chastagnaret, qui a écrit un livre de Fumée et de sang, où il montre bien que des révoltes ouvrières et de paysans se sont formées contre ces usines de Rio Tinto, parce que, à cause des fumées notamment, des émanations qui nuisaient aux récoltes et qui incommodaient aussi les habitants. Et tout cela a débouché sur une révolte et une répression de cette révolte par un massacre qui a occasionné des morts par l'armée. Donc ça, c'était en 1888. Il y a aussi un autre travail d'un historien pour la Belgique qui recense un peu aussi cette histoire conflictuelle. Et c'est pour voir si dans le cas français, on retrouve aussi ce genre de conflit. Et si ce n'est pas le cas, quels sont-ils? Alors, l'industrie chimique. Alors, concernant l'industrie chimique en France, le développement de l'industrie chimique au XIXe siècle se fait à partir de ce qu'on appelle la révolution chimique des acides. Et moi, je me concentrerai sur notamment les usines d'acide sulfurique et les usines d'engrais qui sont localisées, donc là pour l'étude que je voudrais faire rapidement, à Aubervilliers, dans donc, la banlieue de Paris. Et plus particulièrement, elles sont juxtaposées avec la plaine maraîchère, la plaine des Vertus, là où les maraîchers produisent et cultivent des légumes, notamment le chou d'Aubervilliers. De nombreux maraîchers donc cultivent ces légumes. Ces légumes sont destinés aux halles pour approvisionner, pour nourrir les Parisiens. Et progressivement, des usines chimiques s'implantent dans cette plaine et vont provoquer des conflits entre maraîchers et industriels. Alors, par exemple, il y a une usine d'acide sulfurique qui est implantée par l'industrie Saint-Gobain, ou aussi des usines d'engrais qui sont pourtant destinées à fertiliser les terres agricoles. Donc là, on est dans certains paradoxes. Et ces usines, elles provoquent des conflits. Alors là, on a le témoignage de Léon Bonnef, qui est un enquêteur social de la fin du 19e siècle, qui s'est intéressé aux effets de l'industrie sur le corps des ouvriers, qui s'est intéressé aux questions de pollution. Et il a notamment écrit, à la veille de la Première Guerre mondiale, un livre intitulé Aubervilliers, où il décrit ces conflits entre industrie chimique et maraîchers. Et il dit bien que, je le cite, « Les jeunes pousses sont par elles détruites aussi sûrement, le cultivateur se réjouit, et puis, un matin, le vent ayant rabattu la fumée, tous les plants nouveaux sont jaunis au bout. Les maraîchers voisins de l'usine l'avaient menacé d'un procès à cause des dommages qu'elle leur cause. » Et si on va donc dans les archives, aux archives nationales, on retrouve ces plaintes, ces fameuses plaintes contre les usines. Alors là, j'avais trouvé aux archives nationales une pétition des habitants d'Aubervilliers qui est signée par plus de 600 habitants. Et on retrouve les signatures des maraîchers dans cette pétition qui déplore en fait l'industrialisation d'Aubervilliers. Alors voilà à quoi ressemble. Donc voilà. Là on a les signatures, on en a plus de 600. Et progressivement, les maraîchers vont attaquer en procès, en justice, les industriels par rapport
aux pollutions des usines chimiques et vont recevoir des indemnités. Alors, ce sont de longs processus où des experts sont envoyés sur place pour analyser les plantes maraîchères, les dégradations. Les experts soulignent qu'il y a des noircissements, des piqûres sur les plantes. Et dans les années 1888 environ, quelques maraîchers reçoivent des indemnités de l'ordre de 10 000 francs qui vont être versés par l'usine chimique qu'on voit ici, Berthier et compagnie. Donc ils reçoivent 10 000 francs pour parce que leurs plantations ont subi des piqûres, brûlures et noircissements. On pourrait aller plus loin. Par exemple, les usines d'acide sulfurique à Salindre, dans le Gard, versent chaque année environ 100 000 francs d'indemnité à tous les cultivateurs autour des usines. Donc ça représente, donc c'est un peu dur de faire les proportions, mais ça représente environ 300 000 euros par an qui sont reversés. Et c'est véritablement pour les cultivateurs une nécessité sous peine de ruine de leur production. Au-delà de l'industrie chimique, nous avons aussi l'industrie métallurgique en France, qui est liée à la fabrication du métal. Alors, il y a plusieurs lieux, plusieurs espaces. On retrouve Decazeville, qui, en 1860, fabrique 23 000 tonnes de fer. On retrouve aussi dans le Gard des usines à Alais, des usines aussi en Moselle à Hayange. On retrouve les forges du Nord, les forges de la Loire. Mais on retrouve surtout l'un des plus grands lieux industriels de la France à cette période, le Creusot, qui est, selon un historien, Louis Bergeron, l'un des lieux les plus insalubres de la France. Alors, le Creusot, vous avez ici une carte postale qui le représente. On voit bien que c'est un espace très enfumé, avec beaucoup de... Donc, les contemporains de l'époque parlent pas encore vraiment, pour la pollution de l'air, de pollution. Ils parlent plutôt de fumée, de vapeur, de gaz. Et donc, cette usine du Creusot, qui a été mise en place, rachetée par les Schneider en 1836, prend un essor considérable. Et dans les années 1875, elle concentre une aciérie qui comprend 500 ouvriers, une grande forge avec 3250 ouvriers, des hauts fourneaux, 750 ouvriers, des ateliers de construction, 2500 ouvriers, et aussi des mines. Donc on a véritablement une ville industrielle, une ville-usine, où règne aussi le paternalisme, qui est ponctué aussi par des périodes de grève dans les années 1870-1899, et qui est aux yeux des contemporains de l'époque, des artistes, des journalistes, des peintres, des hommes politiques, un lieu, je cite, infernal, une ville infernale, un pays de feu, un pays de fumée, une ville noire, au même titre que les pays houillés, les villes houillères, comme Saint-Étienne. Alors, à cette période, on consomme environ par an, dans les usines du Creusot, 300 000 tonnes de charbon, ce qui occasionne beaucoup de vapeur, de fumée et de gaz qui détruisent la faune et la flore. Pour donner un exemple, en 1879, il y a une véritable migration d'oiseaux qui va passer au-dessus des hauts fourneaux du Creusot. Et il va y avoir une pluie d'oiseaux pendant la nuit. Les oiseaux vont être attirés par les hauts fourneaux, par la lumière des hauts fourneaux. Ils vont passer au-dessus du haut fourneau et les gaz émis par le haut fourneau vont provoquer la mort des oiseaux. Et les creusotins vont, le lendemain, partir à la chasse des oiseaux, recenser. Ils vont trouver des étourneaux, des perdrix, des hiboux, des rouges-gorges, un hibou aussi. Et un ornithologue va même aller sur place pour recenser le nombre de morts et récolter en fait la parole des habitants. Mais finalement, si cet espace est très pollué, il y a très peu de plaintes, très peu de critiques, très peu de dénonciations de la part des habitants. C'est plutôt des discours des observateurs extérieurs, des observateurs sociaux qui viennent voir ce centre, qui décrivent. Pourquoi ? Plusieurs raisons. D'abord,
pour ses habitants, c'est la cheminée qui fume, c'est quelque chose, ça leur apporte en fait de l'emploi. Voir une cheminée qui fume, c'est signe de une source d'emploi, de gagne-pain. Donc ça, ça a été bien montré par Geneviève Massard-Guibault, qui parle même de culture de la cheminée qui fume. Ensuite, il y a aussi le paternalisme. Beaucoup des habitants sont logés par les Schneider, par l'entreprise, sont employés des usines. Donc là, il y a un lien. Et aussi, beaucoup sont ouvriers et ça fait partie aussi, pour aller rapidement, de la virilité ouvrière, une sorte de masculinité qu'il ne faut pas montrer ou contester cet état des choses. Alors, il y a quand même une plainte, j'ai un peu de temps, en 1908. Ok. En 1908, il y a une plainte, qui est portée par Félix Martin, un député qui est opposé en fait à l'industriel Schneider. Il va réussir à regrouper une dizaine de plaignants, et là, on va avoir les traces de ce que ressentent les habitants à cette période. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps d'aller là-dessus. Je vais directement avec la suite. Voilà, l'industrie de la construction. Alors, au-delà de ces grands espaces industriels, on a aussi des petites industries. C'est le cas donc pour la construction des fabriques de ciment, des fours à chaux, des fours à briques, des fours à tuiles, qui se multiplient en lien avec l'urbanisation de la France, le besoin de matériaux. Par exemple, les fours à chaux sont la chaux est très utilisée pour la fabrication des bâtiments, et on a une multiplication des fours à chaux dans les faubourgs des villes et aussi à proximité des vignobles. Et là, on va avoir de véritables conflits entre le monde viticole et paysan et les industriels de ces fours à chaux. Parce qu'encore là, les fours à chaux provoquent des fumées, parce qu'on consomme du charbon, donc elles rejettent des fumées, et elles nuisent aux vignes. Elles touchent les vignes, et selon les vignerons de l'époque, que ce soit dans le Rhône, que ce soit en Côte d'Or, que ce soit en Saône-et-Loire, dans le sud de la France, beaucoup de vignerons déplorent que la fumée de charbon imprègne le raisin, lui donne un mauvais goût, et ensuite, quand ils font leur vin, le vin a un mauvais goût, il a un goût de charbon, un goût de fumée, et il est invendable. Donc, cette question intéresse aussi les chimistes, et les chimistes affirment aussi, également, au cours d'une longue période, que, en effet, les fumées de charbon imprègnent le raisin, et durant de la floraison de la vigne jusqu'à la maturation du raisin. De ce fait, dans ces régions viticoles, les autorités vont imposer des arrêts des vignobles de la floraison jusqu'à la maturation du raisin pour préserver les vignobles, préserver l'économie viticole dans ces espaces. Donc là, on a un exemple en fait d'arrangement local, d'arrangement entre industrie et monde végétal, pour faire rapidement. Voilà, donc pour conclure, on voit bien que la France au XIXe siècle est un lieu où on retrouve des pollutions avec le processus d'industrialisation, que ce processus d'industrialisation, il entraîne une intensification de la dégradation environnementale, car les régulations du XVIIIe siècle laissent place à un modèle beaucoup plus libéral, notamment avec la loi de 1810 sur les établissements classés. Et néanmoins, l'industrie, elle est autant associée au progrès de la civilisation qu'à une certaine forme de désenchantement. Beaucoup considèrent qu'il s'agit là d'un progrès, d'autres considèrent qu'il s'agit là d'un malheur. Et donc, ce 19e siècle est sans cesse l'objet de débats entre ces deux dimensions. Merci beaucoup.
Alors, ma maîtrise du français, c'est un peu faible et j'ai écrit un texte et synchronisé avec les diapos. Et alors, il faut que je le lis très vite. Alors, si je comprends comment marchent ces choses-ci. Oh, ok. Alors, 1960, l'Ente Nazionale Idrocarburi, c'est-à-dire la puissante compagnie publique d'énergie italienne, demanda au réalisateur la vidéo, s'il vous plaît, néerlandais Joris Ivens, de réaliser un film documentaire sur la contribution de l'industrie pétrolière nationale à la modernisation du pays. Mais le film connut un destin étrange. Une version mutilée fut diffusée à la télévision alors que toutes les copies existantes disparurent mystérieusement, de sorte que pendant plusieurs décennies, personne ne put voir la version originale. En positif, en réalité, avait été transporté clandestinement à l'étranger par l'un des assistants du cinéaste. Et au milieu des années 1990, l'Italie, non è un paese povero, réapparut lors des festivals de cinéma. La faute d'Ivens fut d'avoir alterné aux images d'une Italie terriblement arriérée, celles qui scandalisèrent la censure, celle de la modernisation apportée par le développement industriel impétueux et la découverte d'hydrocarbures sur le territoire national. Mais Ivens avait raison et les censeurs avaient tort. Avec sa puissance visuelle, il avait illustré un pays en mutation rapide et profonde et avait exprimé sa confiance dans la technologie et dans l'effort humain qui était partagé par les Italiennes à la quasi-unanimité. Synchronisation. Voilà. Un embryon des tissus industriels modernes avait vu le jour en Italie à partir des années 1880, se concentrant en particulier dans les triangles industriels entre Gênes, Turin et Milan, pour se développer lentement au cours des décennies suivantes. Néanmoins, tant les volumes de production que la présence sur les marchés internationaux et la composition de la main-d'œuvre étaient restés ceux d'un pays encore essentiellement agricole, loin derrière d'autres pays européens déjà pleinement industrialisés. Ce fut cette Italie qui se présenta au rendez-vous des 30 Glorieuses. L'Italie et le Japon furent les pays qui profitèrent le plus de cette période magique. D'autres pays connurent une croissance encore plus forte, mais pour le Japon et l'Italie, une croissance moyenne de 5 à 6% par an entre 1947 et 1973 impliqua un changement fondamental, c'est-à-dire l'achèvement du processus d'industrialisation et l'entrée définitive dans la modernité économique. Mais laissons les chiffres illustrer cette mutation entre 1943 et 1975. Population de 47 à 55 millions d'habitants avec des déplacements massifs du sud vers le nord et des campagnes vers les villes. Employés dans l'agriculture de 42,2 à 17,5. Employés dans l'industrie de 32,1 à 39,3%. Utilisation des ressources énergétiques minérales et issues de la biomasse 4 fois plus. Produit intérieur brut par habitant 6 fois plus. De 2 830 ans à 16 950 $, très proche de celui de l'Europe du Nord. Exportation véritable moteur de la croissance 10 fois plus. L'automobile, symbole du boom, de 300 000 à 13 500 000 véhicules en circulation. Les moteurs de cette transformation furent la croissance de l'industrie et son expansion au-delà du triangle industriel.
Une forte intervention publique visant à garantir l'approvisionnement énergétique, à favoriser la croissance des secteurs technologiques de pointe et à soutenir l'industrialisation des zones jusqu'alors marginales conduit en effet à la création de nombreux nouveaux pôles industriels, dont certains de grande envergure. Cet essor industriel fut accompagné par une rhétorique politique et médiatique intense et par des attentes qui liaient naturellement l'industrialisation au progrès économique et civil. De cette façon, l'industrialisation devient une formidable promesse de richesse et de bien-être, dont on avait du mal à voir les aspects négatifs. Cependant, des aspects négatifs étaient déjà bien présents et leur effet s'amplifiait avec la croissance de la production industrielle et de la consommation de masse. Parmi ces aspects négatifs, l'impact environnemental fut l'un des plus importants, d'autant plus qu'il avait totalement ignoré dans la première moitié du XXe siècle. C'est précisément pour cette raison qu'au début du miracle économique, l'Italie ne disposait ni de réglementations modernes, ni de réseaux de surveillance, tandis que ces scientifiques raisonnaient encore sur la base de l'ancien paradigme hygiéniste. Ce fut ainsi que les impacts environnementaux résultant de la croissance industrielle trouvèrent les pays non préparés et pendant longtemps, ils ne furent endigués d'aucune manière. Les premiers à percevoir la gravité de la situation furent au milieu des années 50 les chimistes et les administrations locales de ce qui était déjà à l'époque la macro-région la plus polluée d'Italie, c'est-à-dire la plaine du Po et en particulier l'agglomération métropolitaine de Milan. Les enquêtes menées à la suite de ces préoccupations prirent de nouvelles directions. En s'appuyant sur des méthodologies importées de l'étranger, elles incluaient désormais les rejets des eaux usées domestiques, l'état des eaux souterraines, la contamination chimique et l'étude des sols. Ce qui manqua toutefois, ce fut la volonté d'institutionnaliser et de coordonner à un niveau national l'action contre les pollutions en créant une agence centrale comme celle qui existait déjà pour la santé. Ou mieux encore, un ministère qui ne fut créé qu'au milieu des années 80 et en promulguant rapidement des réglementations claires et efficaces. C'est ainsi que toutes les initiatives publiques des années 50 et 60 finirent par être fragmentaires et désorganisées. Et il fallut attendre 1973 pour voir la publication d'un rapport global sur l'état de l'environnement en Italie. Un état des connaissances aussi arriéré, les résistances des entrepreneurs, la défense d'intérêts particuliers par les élus retardèrent également l'adoption des lois sur la pollution. Celles-ci entrèrent en vigueur respectivement en 1966 et 1976. Mais résultat de nombreux compromis, elles se révélèrent très peu incisives. Dans une telle situation, l'expansion du secteur industriel et de la consommation de masse continua à alimenter une crise environnementale de plus en plus grave et étendue, symbolisée par certains cas extrêmes destinés à devenir emblématiques. Le plus important fut sans aucun doute la catastrophe causée en 1976 par la fuite de dioxine de l'usine chimique Icmesa de Seveso dans la banlieue de Milan, qui donna lieu à la directive européenne de 1982 obligeant les États membres à recenser toutes les installations industrielles à haut risque environnemental. D'autres cas eurent également un grand retentissement comme celui de l'usine Eternit de Casale Monferrato, où l'on produisait de l'amiante et où des centaines de personnes moururent d'asbestose et de mésothélium.
celui des thermoplantes à masse où de nombreux accidents se produisirent, et celui d'Acna à Cenjo qui a irrémédiablement pollué la rivière Bormida, et enfin celui d'Ilva à Tarent qui est encore aujourd'hui objet de conflit. C'est uniquement grâce à une loi adoptée à la fin des années 90 que nous avons aujourd'hui la possibilité de visualiser au moins une partie de l'héritage de l'impact environnemental de l'industrialisation italienne. Cette loi prévoit que les sites industriels italiens les plus pollués, qu'ils soient désaffectés ou encore en activité, soient recensés et saisis. La carte des sites raconte l'histoire des décennies de dommages environnementaux très graves, répandus sur une grande partie du territoire italien et liés principalement à la chimie, au raffinage du pétrole, à la sidérurgie et à la production d'électricité. Les sites censés ne sont en réalité que la partie émergée d'un univers de pollution diffuse et souvent grave qui, au cours des dernières décennies, ont toutefois progressivement diminué en raison de la désindustrialisation qui a particulièrement touché les très grandes entreprises, celles comptant plus de 1000 employés, qui sont passés de 328 en 1971 à 190 en 1991, puis ont encore diminué au cours des décennies suivantes. Ce n'est pas un hasard si seuls 11 des 42 sites d'intérêt national sont encore actifs, tandis que 9 n'accueillent pas qu'une partie des activités de production d'origine et 22 sont complètement abandonnés. Il est toutefois très probable que dans un pays comme l'Italie, caractérisé d'une part par des institutions peu efficaces et d'autre part par la subordination d'une grande partie de la classe politique aux intérêts des entreprises, l'impact environnemental de la production industrielle et de la consommation de masse aurait été beaucoup plus dévastateur si, à partir de la fin des années 60, deux grandes nouveautés n'étaient pas apparues: l'environnementalisme organisé et les conflits locaux. En Italie, en effet, comme dans tous les pays avancés, les préoccupations relatives à l'impact environnemental de l'industrie et de la consommation de masse s'accélèrent à partir de 1970. Les organisations environnementales existantes embrassèrent sans réserve toutes les nouvelles questions émergentes, de la critique de la croissance démographique à la demande d'environnement urbain moins pollué, du contrôle des productions insalubres au refus de la croissance illimitée proposée par le Club de Rome dans Halte à la croissance. Cette maturation culturelle du mouvement associatif s'accompagna à une prise de conscience environnementale dans de larges pans de l'opinion publique et de la rencontre entre la critique écologique et une partie minoritaire, très minoritaire, du mouvement étudiant et ouvrier aussi du cycle de lutte des années 1968-1969. Ces changements eurent principalement trois effets. Non seulement les associations et les mouvements écologistes développèrent une vision plus complexe de la question environnementale, mais de nombreux scientifiques contribuèrent à améliorer leur capacité d'analyse, de dénonciation et de proposition, et donc leur capacité à orienter de larges couches de l'opinion publique, des techniciennes et des politiciens. Ce fut la naissance de ce qu'en Italie on appellera ensuite l'environnementalisme scientifique. Le deuxième effet fut la multiplication des conflits territoriaux. L'accident de Seveso, puis la large mobilisation contre la construction d'un grand nombre de centrales nucléaires attissèrent la multiplication des conflits environnementaux locaux et l'engagement en faveur de la dépollution et dans de nombreux cas, même la fermeture définitivement d'installations industrielles, de mines et de décharges. Le troisième effet
fut la nécessité croissante pour les partis politiques et les grandes entreprises de démontrer leur volonté, leur capacité à résoudre les problèmes environnementaux. Si les grands partis politiques traditionnels n'adhèrent pas à la culture environnementaliste et se contentèrent de gérer l'équilibre entre les besoins des entreprises et ceux de l'opinion publique, les entreprises en revanche montrèrent dans la première moitié des années 70 leur volonté de s'attaquer aux répercussions environnementales de la production. D'un côté, pour rassurer l'opinion publique, de l'autre, parce qu'elle souhaitait gérer elle-même la dépollution. À partir du milieu des années 70, cependant, la crise économique qui suivit le choc pétrolier et l'avènement de la culture néolibérale poussèrent les entreprises à abandonner tout engagement réel en faveur de l'environnement, tandis que la crise de la grande industrie et la législation et les législations souvent dictées par les autorités européennes, pas toujours efficaces, mais néanmoins plus strictes que par le passé, provoquèrent une diminution des crises environnementales les plus éclatantes. Par rapport à il y a 30 ou 40 ans, l'Italie n'est presque plus pas un pays en proie à des crises environnementales explosives, mais plutôt un pays en proie à des crises diffuses dans lesquelles le poids des activités agricoles et de la consommation est de plus en plus important, tandis que l'action publique reste faible et peu efficace. La meilleure illustration de cet état de fait dans lesquels les activités industrielles continuent de jouer en tout cas un rôle important est l'image ci-dessus, qui concerne la région où l'industrialisation italienne a commencé et où elle est toujours restée de loin la plus forte, la plaine du Po. En raison de sa configuration géographique, de sa densité de population, mais aussi et surtout de sa concentration industrielle, la plaine du Po est, avec le sud de la Pologne, la région d'Europe occidentale la plus polluée. D'autre côté, sur les 30 villes européennes, la pire qualité de l'air, 19 sont italiennes, 8 polonaises, 2 grecques et 1 croate. Toutes ces villes, toutes ces 19 villes se trouvent dans la plaine du Po. En revanche, les 14 usines pétrochimiques, thermoélectriques ou sidérurgiques italiennes figurant dans le recensement des 211 sites industriels qui émettent la moitié des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre en Europe sont toutes situées en dehors de la plaine du Po, à l'exception d'une seule qui est de la plaine du Po. Il y a cet déplacement du dommage industriel. Voilà. Grazie. Alors, merci. Alors, pour conclure cette table ronde, j'aimerais maintenant élargir un peu le champ de discussion et parler un peu du rôle que peuvent jouer les études sur l'histoire industrielle dans le cadre des débats de la durabilité et dans un sens plus large aussi, oui, quel rôle peut jouer l'histoire de la technologie et de l'histoire environnementale en général. Alors, comme ça, c'est mieux comme ça maintenant. D'accord. Alors, encore une fois, pour répéter quand c'était pas assez fort que ce que je disais maintenant. Alors, j'aimerais maintenant élargir le champ de discussion et parler un peu du rôle que peuvent jouer les études sur l'histoire industrielle dans le cadre des débats sur la durabilité. Et pour cela, j'aimerais d'abord dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles nous devrions nous intéresser à l'histoire dans le cadre des débats sur la durabilité. Alors, et il y en a différentes perspectives là-dedans. Alors là, on pourrait dire, bon, regardez le passé, seront encore des choses encore pires. Ce n'est pas seulement la situation d'aujourd'hui. Mais peut-être que, encore un peu
D'accord. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est un peu aussi une perspective un peu positive, j'espère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus avec toutes ces histoires importantes qu'on développe. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais présenter une approche concrète qui vise à intégrer de manière très ciblée les connaissances issues de l'histoire de la technologie et de l'histoire environnementale dans ces débats. Et ce concept, c'est Usable Past. Et, oui, je suis toujours dans le bon dispositif. Et alors, dans un troisième temps, je voudrais appliquer cette méthode, la méthode de Usable Past, à mes propres recherches. Et comme Christine a déjà dit, je me suis intéressée pendant de nombreuses années au débat sur les effets sanitaires de Tchernobyl. Et l'année prochaine marquera le 30e anniversaire déjà de l'accident et nous pouvons supposer que divers acteurs de la politique, de l'industrie énergétique et du mouvement environnemental profiteront de cet anniversaire pour intégrer Tchernobyl dans leurs propres arguments, soit en faveur ou soit en opposition contre l'énergie nucléaire. Et nous allons donc à nouveau entendre beaucoup d'histoires sur Tchernobyl, beaucoup de vérités. C'est pourquoi je voudrais m'interroger sur le rôle que l'historiographie de Tchernobyl peut jouer pour aborder les problèmes de la durabilité de l'industrie nucléaire. Bon, mais commençons d'abord par le rôle général de l'histoire de la technologie et de l'histoire environnementale dans les débats sur la durabilité et demandons-nous très concrètement comment l'historiographie peut nous aider à imaginer des futurs durables. Nous constatons actuellement que le futur devient l'horizon temporel privilégié de l'action politique. Tout tourne autour de l'avenir, tout le monde veut façonner l'avenir, ou mieux encore le dominer. Moi-même, je travaille dans une institution qui s'appelle Futurium, alors on fait des expositions sur la durabilité, mais nous appelle Futurium. Mais alors, néanmoins, cette omniprésence du futur, les méthodes utilisées à cette fin ne sont pas vraiment nouvelles. Alors, les prévisions prospectives, techniques de scénario, analyse des méga-tendances, études Delphi, etc., on pourrait même ajouter toute une liste longue des termes très sophistiqués anglais. La plupart du temps, ces études proviennent des domaines des études de marché, de la gestion d'entreprise ou de la géopolitique. Et souvent, elles partent du principe qu'il existe un avenir prédéterminé qu'il suffit de prédire correctement. Cependant, si on se plonge un peu plus profondément dans le domaine de Future Studies, et par cela, je n'entends pas les milliers des instituts de recherche où on peut faire réaliser des analyses pour beaucoup d'argent, mais les disciplines académiques, soit de la recherche sur les transformations et les innovations. Alors, si on regarde un peu plus concrètement ce que font les Future Studies, on constate que dans leur perspective, l'avenir est considéré comme un grand espace ouvert de possibilités. Il n'y a pas un seul avenir, mais de nombreux avenirs en pluriel, avec un grand S possible. Et lequel d'entre eux deviendra le future present dépend de nombreux facteurs. Et ce sont précisément ces facteurs, les dynamiques et les enjeux de pouvoir, les facteurs contextuels locaux, les path dependencies, alors les dépendances établies par les développements historiques, qu'il faut identifier afin de tracer les voies sur lesquelles il est possible d'agir pour rendre un avenir plus probable qu'un autre. Et, dans le meilleur cas, du point de vue des sciences de transformation, un avenir plus durable. Alors, si l'on exime ces aspects, on pourrait penser que c'est d'abord les historiens et les historiennes qui dominent la recherche sur les transformations et les innovations, car qu'est-ce que c'est l'histoire sinon l'étude des dynamiques, des enjeux de pouvoir, des facteurs de contexte locaux, les dépendances, bref, l'étude de la contingence et du changement au fil du temps. Mais l'histoire n'est en aucun cas la discipline centrale dans ces débats scientifiques, qui sont de plus en plus dominés par les sciences sociales quantitatives. Et c'est précisément pour cette raison que de plus en plus des historiens et historiennes réfléchissent à des moyens et à des méthodes pour intégrer de manière ciblée les résultats de leurs recherches dans ces discours, alors les discours sur la durabilité, et contribuer activement, grâce à leurs travaux, à un avenir plus durable. Et le concept de usable past est en fait un tel moyen. Et je continuerai à utiliser le terme en anglais alors
mes tentatives de la traduction de tels termes créent plus d'imprécision que d'apporte clarité, alors je reste avec le terme anglais là. Alors, le concept de usable past a été développé par l'historien Tim Moss. Et en 2021, Tim Moss et sa collègue Heike Weber, aussi une historienne de technologies, ont publié un essai intitulé L'histoire des technologies de l'environnement et de l'histoire de l'environnement comme usable past. Et pour ceux qui souhaitent le lire un peu plus en détail, j'affiche cette diapositive avec leur dernière publication. Pour la plupart, c'est soit en anglais ou en allemand, mais peut-être, oui. Google Translate fait un travail pas mal. Alors qu'est-ce que c'est cette usable past? Il s'agit de rechercher des moyens d'intégrer les résultats de la recherche historique dans le débat actuel sur la durabilité et d'aider les acteurs clés dans leur travail de résoudre les grands problèmes qu'on a aujourd'hui. Et actuellement, Tim Moss et son équipe font ça à partir de leurs travaux de recherche historique sur l'histoire des infrastructures à Berlin. Et dans le cadre du projet Past Proving Infrastructure Futures, ils réunissent différents acteurs de la politique infrastructurelle berlinoise, alors de l'administration, des entreprises, en passant par les initiatives citoyennes. Et ils organisent ces réunions à travers, par exemple, des ateliers dans lesquels ils font travailler les participants avec des documents, des archives ou des visites guidées de la ville ou des balades en vélo et tous les formats possibles. Et ce que l'équipe de Thomas souhaite faire est de confronter ces acteurs à des espaces de possibilités. Et ces possibilités sont illustrées à travers ces exemples historiques qu'ils trouvent dans les archives. Et avec le but d'élargir les horizons des acteurs pour qu'ils puissent imaginer d'autres possibilités en dehors des possibilités qu'ils ont déjà imaginées. Et de plus, ces ateliers et formats créent des nouveaux espaces d'interaction pour ces acteurs. Alors, dans le concept de usable past, le partage d'expériences et des vécus est considéré comme un moyen de permettre de nouvelles formes de dialogue et d'opinion et d'options de coalition, c'est-à-dire de remettre en conversation des acteurs qui étaient peut-être auparavant enlisés dans leurs autres conflits. L'engagement avec l'histoire d'une façon éducative ou la sensibilisation, ou comme on l'appelle en allemand, la Vermittlungsarbeit, devient ici en quelque sorte un outil de politique de transformation. Et il est important de souligner que le concept de usable past reste fidèle à l'intérêt historiographique de l'histoire comme discipline académique. Alors, ce qu'on appelle en allemand la historisches Erkenntnisinteresse, alors l'intérêt en histoire en soi. Il ne s'agit pas ici de choisir de manière opportuniste ces questions de recherche afin d'obtenir le plus d'écho possible dans le discours politique. Non, il s'agit plutôt de se demander d'abord quelle recherche est importante d'un point de vue historiographique, tout en gardant en esprit comment les résultats de cette recherche peuvent avoir un effet transformateur aussi important dans les débats sur la durabilité. Je reviens juste pour ça, parce que ça, c'est vraiment un moment clé sur lequel j'aimerais dire quelques mots en plus. Parce que le concept de usable past se distingue d'autres concepts qui visent à amplifier l'impact de la recherche académique en histoire. Alors, ainsi, le travail très cité History Manifesto de David Armitage et Joe Gildo visait à accroître la visibilité publique de la recherche historique à une époque où des coupes budgétaires croissantes dans les sciences humaines, alors aussi un objectif très noble, mais différemment de celui de façonner des avenirs durables. Alors dans leur esprit, c'était vraiment, il faut avoir plus d'histoire dans les discours politiques afin que les sciences humaines restent, gardent leur espace. Mais ce n'était pas encadré dans les discours sur la durabilité. Différemment, l'objectif d'un devenir durable était certes envisagé par un autre concept, le concept de Historical Imagination de Johan Sroth, un autre historien de la technologie des Pays-Bas. Mais les débats politiques occupaient chez lui une place tellement prépondérante que déterminait les questions de recherche. Alors, l'historiographie devenait ainsi pour lui un moyen au service d'une fin qui ne reposait
plus sur le véritable intérêt pour la connaissance historique. Pour lui, l'histoire devenait vraiment que l'imagination, mais pas l'intérêt dans les faits historiques. Alors, du point de vue de History Manifesto et de Historical Imagination, il existait donc bel et bien des passés inutilisables, car leurs questions étaient définies à partir du discours politique. Le concept usable past répondrait différemment à cette question. Alors, la question existe-t-il une histoire non utilisable? Alors, pour eux, oui, au début de la recherche, on ne sait absolument pas dans quelle mesure les résultats pourraient être utilisables, ni pour qui. Et c'est précisément là que réside, dans la perspective, la valeur ajoutée de l'histoire, mettre en évidence les contingences qui doivent permettre de penser de nouveaux espaces de possibilités. Et dans une dernière étape, j'aimerais maintenant aborder la manière dont le concept de usable past pourrait également s'appliquer à d'autres objets de recherche historique que l'histoire des infrastructures berlinoises. Parce que, oui, dans le cas de Past Proofing Infrastructure Futures, on a affaire à des artefacts concrets, les réseaux d'adduction d'eau, les égouts, les lignes électriques, les tunnels, etc. Alors ici, la possibilité que tout cela pourrait être différent et facilement tangible, mais qu'en est-il des passés plus fluides, des passés qui se manifestent principalement dans les discours? Alors là, on est un peu on fait face à d'autres problématiques. Alors ça, c'est pourquoi je reviens maintenant à mon propre sujet de recherche. Alors les débats sur les effets sanitaires de Tchernobyl et en particulier en Europe occidentale. Les opinions et déclarations sur les effets de Tchernobyl sur les effets que Tchernobyl a eu et continuera d'avoir sur la santé sont fortement influencés par le lieu où ces déclarations sont faites. Et cela ne dépend en aucun cas du niveau des retombées radioactives à cet endroit en 1986. Non, il s'agit plutôt des circonstances locales, nationales et transnationales qui se superposent et s'influencent mutuellement à cet endroit, donnant ainsi lieu à une interprétation particulière de Tchernobyl. Et les facteurs d'influence vont de la perception de l'indépendance politique des institutions de radioprotection à l'influence des militants écologistes locaux, en passant par des agendas nationaux en matière de politique énergétique et des contacts personnels entre les populations d'Europe et de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Alors, je pourrais faire toute une liste des facteurs d'influence qu'on peut constater. Et tous ces facteurs marqueront à nouveau les commémorations du 30e anniversaire de Tchernobyl l'année prochaine. Et comme au cours des dernières décennies, la mémoire de Tchernobyl sera également étroitement liée à des événements survenus dans d'autres sites nucléaires. Alors, si depuis 2011, le souvenir de Tchernobyl, la mémoire de Tchernobyl était étroitement liée aux événements de Fukushima, il est désormais étroitement lié à l'occupation russe de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporozhye. Alors, les recherches historiques permettent d'expliquer comment ces différents récits sur Tchernobyl, donc les déclarations très divergentes sur les leçons à tirer de l'accident, ont vu le jour. Et ça, c'est exactement ce que je fais dans mon travail de recherche. Mais comment transférer ces connaissances dans un usable past? Alors, de mon point de vue, si on examine les débats sur la durabilité dans le domaine de l'industrie nucléaire, l'un des aspects les plus importants est le stockage des déchets nucléaires. Quelle que soit l'importance accordée à l'énergie nucléaire à l'avenir, les déchets nucléaires déjà produits sont là et doivent être stockés en toute sécurité pendant des centaines de milliers d'années. Mais à ce jour, cette tâche n'a encore été accomplie nulle part dans le monde et les solutions envisagées n'en sont qu'à leur début. Les fronts des acteurs sont figés et s'affrontent depuis des décennies dans des débats quasi ritualisés. Il n'existe pratiquement aucun dialogue entre les acteurs pour créer des espaces de possibilités. Il s'agit avant tout d'empêcher la possibilité préférée par l'autre partie. Alors, une approche pour rouvrir le dialogue serait peut-être de montrer aux acteurs le caractère local de leur propre vérité, en les confrontant à la diversité des vérités qui existent aussi autour du sujet de Tchernobyl, non pas dans le but de
la recherche de la seule vérité réelle, mais plutôt dans le but de comprendre ce qui fait que la vérité du point de vue de l'autre. Et puis, dans un deuxième temps, de remettre en question de manière critique les facteurs, les hypothèses, les convictions, les expériences qui composent son propre vérité. Cela ouvrirait peut-être des nouvelles perspectives communes pour une solution durable au problème des déchets nucléaires. Cela vaut la peine d'essayer. Merci. Alors, je sais qu'on a un peu atteint la limite de la table ronde parce qu'on a eu des problèmes techniques au début, mais je pense qu'on peut quand même prendre quelques questions. Arundhati ? Ok. Bon. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, non. Ah, pardon. Je pensais qu'il y avait un autre micro. Ah ben voilà, voilà. Oui. Oui, je voulais réagir par rapport à la première intervention sur les pollutions avant l'ère industrielle. Pas pour contester le point de vue anthropologique, mais pour dire qu'en fait, il y a une dynamique des pollutions qui font que des pollutions ou des choses qui ont pu être mises en place au Moyen-Âge, etc., et même récemment, ou encore des conséquences qui, à l'époque, ne pouvaient pas être prises en compte, qui, il y a encore peut-être 40 ou 50 ans, n'étaient pas prises en compte, mais qu'il faut prendre en compte maintenant et qui peuvent avoir des importances sur les futures pollutions. Alors, il y a des choses assez simples, les pollutions industrielles liées à la pollution des sols, comme on dit, en proximité d'un fleuve. Bon, les fluctuations de la nappe phréatique, les précipitations font bouger ces pollutions, ça, on arrive à le faire. Mais je pensais à un exemple correspondant à ces techniques de l'époque, qui est celui du papier, et plus généralement des moulins, que ce soit les moulins à papier ou les moulins à grains. Bon, c'est très joli. Maintenant, les moulins, la plupart sont transformés en résidence secondaire pour le couple Balkany, etc. Bon. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ces moulins et d'autres ouvrages comme ça finissent par avoir des conséquences sur le cours des rivières, surtout en période, par exemple, de sécheresse, avec augmentation de la température, avec dans des bassins de rétention, eutrophisation, etc. Ces dernières années, on a pu voir que moulin ou pas... Excusez-moi, je peux vous demander d'abréger un petit peu, d'en venir à la question, parce que s'il y a d'autres questions... Au niveau de la Vienne, par exemple, on a des temps qu'il va falloir sans doute démolir, ou supprimer. Ce que je veux dire, c'est que ces pollutions, il faut envisager, sans aller parler du nucléaire, parce que alors là, on n'est pas couché, le fait qu'il y a des pollutions qui n'étaient pas connues et qui se présentent maintenant et qu'il va falloir bien identifier et surtout montrer, parce que l'histoire de la régulation des cours d'eau, si c'était un peu plus développé, concernant les polémiques sur les bassines, par exemple, on pourrait peut-être avoir un point de vue beaucoup plus scientifique et prenant en compte la totalité du système environnemental. C'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est la prise en compte d'une réalité systémique. Merci. On va prendre peut-être deux, trois autres questions. Oui. Est-ce que vous pourrez faire des questions brèves? Vous avez vraiment envie de votre pause, hein? C'est normal. Oui, Marco Doria.
Très vite, vous avez mentionné l'omniprésence du futur. Et je pense qu'il y a plutôt l'omniprésence du présent. Dans la perspective sociale, on est concentré sur le présent et sur les particuliers. Et cette regarde aussi les relations avec la société, la population et l'industrie. La perspective de l'industrie, comment est-elle changée et identifiée comme élément de progrès dans un passé plutôt récent et maintenant peut-être un élément qui dérange notre tranquillité. Ce sont des perspectives différentes. Quelqu'un le micro. Eh bien, on va déjà. Ah, il y avait une question là-bas dans le fond encore. Ah, pardon. Moi, c'était juste une petite remarque sur la question du lieu des déchets que j'ai trouvée très éclairante. J'ai travaillé sur l'histoire du cinéma et j'ai conduit pas mal d'enquêtes commodo-incommodo sur les lieux où étaient stockées les premières pellicules au nitrate, donc particulièrement dangereuses. Et en fait, on voit qu'au début, elles sont stockées sur des aires. C'est à l'époque où le cinéma, c'est encore un cinéma où les exemplaires tournent puisqu'on ne renouvelle pas les films. Donc il y a de très gros stocks en fait de bobines au moment de l'explosion du cinéma dans les années 1910-1920. Et on voit qu'au début, ils sont stockés un peu à l'extérieur des villes, comme dans des zones de stockage un peu tout venant, on va dire, voilà, comme dans les déchetteries aujourd'hui. Et de plus en plus, en fait, ils rentrent dans les villes et ils sont stockés dans des locaux pour être à proximité des cinémas, donc des locaux urbains, vraiment dans le tissu urbain, quoi. Voilà. Ça m'avait beaucoup frappé et en fait, je trouve la réflexion sur la question du déchet et de lieu où il est qui est particulièrement pertinente parce que là, on voit qu'il y a un risque qui est connu et qu'en fait, ce risque, au contraire, on le rapproche finalement des villes et de leurs habitants. Merci. Alors, si je peux, je vais aussi poser une question avant de passer la parole. Donc, une question pour Romain. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que tu as montré, les images, c'est les images. Hein, je suis une professionnelle de musée, donc j'aime bien travailler avec le visuel et les objets aussi. Mais ces visions, et bon, tu l'as très bien expliqué, évidemment, la glorification de la cheminée qui fume comme une source de progrès. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est comme ça contraste terriblement avec les images que tu n'as peut-être pas vues si tu n'étais pas là, mais que Sven Stephens a montré ce matin d'entreprises belges au début du 19e siècle dans un paysage bucolique avec certes une ou deux petites cheminées avec un petit filet de... Mais bon, rien à voir avec ces images-là, et je pense aux images qui sont publiées aussi dans les ouvrages que tu as cités des industries en Angleterre, etc., où le ciel est vraiment saturé de... Mais voilà, ici, on imprime des cartes postales, on diffuse ces images comme quelque chose de positif, en fait. Donc, j'avais envie peut-être de revenir là-dessus, sur cette image positive de quelque chose qui nous apparaît aujourd'hui comme horrible. Et une dernière question qui est à la fois pour Luigi et pour Karena, c'est la question des catastrophes. On sait que dans l'histoire de la mobilisation environnementale à partir de la fin des années 60 et des années 70, toutes les catastrophes environnementales, évidemment Seveso et Tchernobyl plus tard, ont joué un rôle fondamental. Et peut-être de revenir là-dessus, parce que, enfin, évidemment, tu l'as dit en parlant de l'Italie, mais à quel point ça a été mobilisateur, et ça peut être aussi conscientiser un public plus large que celui des seuls activistes sur ces questions environnementales. Voilà, mais je vais d'abord passer le micro à Chloé pour répondre à la première question. Je ne connais pas particulièrement la problématique des pollutions résiduelles de différentes industries sur les lieux des moulins, mais votre question, j'ai envie d'y répondre par deux aspects. D'abord, ce n'est pas vraiment ça que je voulais éclairer, c'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse, ce n'était pas vraiment la réalité ou non de la pollution.
c'était vraiment de montrer que ça s'intègre dans un champ de rapport au monde, en fait, et que ce rapport au monde, ils sont déterminés par toutes sortes d'autres facteurs que la nature du produit lui-même. Donc, je ne me situais pas tout à fait ça. Mais par contre, quand vous dites il faudra peut-être éliminer toutes ce qu'on appelle parfois dans le jargon les annexes hydrauliques, il y en a d'autres qui vont vous dire mais en fait, si on supprime toutes ces annexes hydrauliques, on va avoir des gros problèmes d'inondation et de gestion, parce que ces annexes hydrauliques ont un rôle très important dans la temporisation dans certains milieux. Si, dans nos régions, c'est vrai, dans la temporisation des crues, des ondes d'inondation. Et donc, votre question ou votre proposition, on peut la contrer en disant mais il y a d'autres utilités à ces annexes hydrauliques, et ça renvoie presque à la dernière phrase de l'exposé de Carena, c'est-à-dire les vérités, elles sont énoncées dans des contextes particuliers, par des acteurs particuliers, et il y a des vérités qui sont vraies pour chacun des acteurs, mais qui ne peuvent pas s'entendre sur des résolutions sur le territoire. Et que tout l'enjeu, c'est de redémocratiser la question de comment on gère des territoires à des échelles locales et pas au nom de vérités énoncées dans des cénacles, quoi. Et ça, je pense que c'est très important. Et je voulais quand même réagir sur la question des espaces, parce que je pense que c'est toujours le cas. On gère toujours les pollutions par rapport à des conceptions spatiales. Une fois qu'on a identifié une pollution, en fonction de l'état des connaissances. Aujourd'hui, on identifie des faces, on ne les identifiait pas il y a 40 ans. Eh bien, on va essayer, en général, de répondre à cette question de présence d'une nuisance ou de quelque chose qui est identifié comme une nuisance par la question des espaces. Et dans le cas des pollutions, c'est soit confiner les déchets nucléaires, c'est soit éliminer, c'est-à-dire au sens vraiment étymologique du terme, c'est-à-dire de mettre de l'autre côté d'un seuil, le limès, la frontière, donc de le rejeter dans un autre espace. Et ça peut être à l'échelle mondiale, c'est-à-dire de le mettre dans un espace qu'on ne voit plus, ou c'est diffuser, la rendre diffuse pour qu'elle soit moins dangereuse. Mais donc c'est quand même toujours une question par la réalité des spatialisations de la pollution qui sont des réponses qui sont données à ces questions. Oui, je dois dire que soit Seves, soit Tchernobyl ont été des formidables catalysateurs des sensibilités et des mobilisations qui déjà existaient. Et ils ont eu quand même en Italie deux effets. Le premier ont élargi le consensus public sur la bataille écologiste, sur la demande d'environnement, et ont donné une grande efficacité en mobilisation même. En Italie, nous avons abandonné le nucléaire après Tchernobyl. Probablement sans Tchernobyl aurait été différent. Oui. Là, pour rajouter ce que disait Luigi, je pense qu'on est aujourd'hui confronté avec une situation où les catastrophes sont tellement omniprésentes qu'on ne peut plus créer des moments Tchernobyl ou Seveso. Alors là, la parole qui était établie après Seveso est partout. Oui, mais aujourd'hui, le changement climatique, la perte de la biodiversité, c'est partout. Et tout le monde peut le constater tous les jours dans la vie quotidienne. Et je disais, ça se rend vraiment, on le voit avec Fridays for Future, ils ont vraiment un problème de mobilisation parce que cette omniprésence de la catastrophe, des catastrophes multipliées, ça rend toute la communication qui était établie par le mouvement environnemental, ça ne fonctionne plus. Et on est confronté avec comme un fait établi. Oui, on a les catastrophes. On ne peut pas agir au-dessus. Bon, ça y est. Et ça, c'est, je pense, le problème qu'on a aujourd'hui. On a perdu la langue. Comment on peut parler de ces catastrophes qui se produisent partout. Et pour revenir sur la question de omniprésence du présent,
Je pense, alors de mon point de vue, c'est vraiment, alors non, si on regarde les débats autour de la durabilité, on est vraiment dans le futur. Alors les réponses qu'on présente deviennent de plus en plus technocrates. On revient vraiment dans un narratif de solutionnisme technologique. Alors on n'a pas d'idée comment résoudre les problèmes, alors on va inventer des nouvelles technologies. Et là, c'est ce moment où ils vont se réaliser et vraiment dans le futur. Alors, si on regarde les débats autour de l'électricité, oui, on parle maintenant partout des réacteurs à fusion. Oui, là, on est vraiment à une échelle de 50 années. Alors, on ne fait même plus des efforts pour trouver des solutions qui marchent à court terme. Et c'est ça, la seule, de mon point de vue, un dynamisme qui devient dangereux. Parce que si on continue à vraiment reposer le problème dans le futur et ignorer le catastrophisme qui est autour de nous, ouais, je ne sais pas où ça va venir. Ouais. Merci pour la question. Alors oui, ces représentations en fait des fumées qui sont vues positivement, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà un aspect aussi, la fumée, elle devient même un objet littéraire. Elle devient, les écrivains s'en emparent et en font le cadre de leur représentation. Et de l'autre côté, ce sont les artistes qui, en fait, s'emparent aussi de cette question et qui en font aussi un objet esthétique. Alors, le paroxysme de ça, ce sont les impressionnistes qui, comme Claude Monet, Van Gogh, qui représentent ces vapeurs, ces nuées, souvent sous des traits esthétiques, mais qui, en une quelque sorte, invisibilisent aussi, parce qu'à travers l'image, on ne peut pas tout voir. Les industriels, eux, on sait qu'ils engagent aussi des artistes pour peindre leurs usines ou des photographes pour prendre en photo leurs usines. Et donc, ils les exposent aux individus, notamment quand elles sont enfumées, mais aussi des fois quand elles ne sont pas enfumées, justement dans une stratégie industrielle pour visibiliser ou non les pollutions. Il y a un autre exemple aussi qui est un peu moins connu, mais les entêtes à papier des industriels sont souvent représentées avec une grande cheminée et un fil de fumée. Donc là, on est vraiment dans l'idée de fierté de l'industrie. Et tout ça, il faut le remettre aussi dans le contexte, c'est-à-dire qu'à cette période règne encore, notamment au début du 19e siècle, la théorie des miasmes, qui expose le fait que c'est plutôt le miasme, c'est-à-dire ce qui est les odeurs, ce qui est en putréfaction, en fermentation, qui propage des maladies, plus que souvent les vapeurs acides ou la fumée de charbon, qui va être au contraire même un antidote à ces miasmes. Donc cette théorie des miasmes est encore très présente au cours du 19e siècle et elle est réinvestie par le champ scientifique, mais aussi le champ industriel. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. On peut continuer à discuter pendant la pause. Et merci à vous, aux intervenants.